Bonjour à toi et bienvenue pour cette pause café un petit peu particulière. Aujourd'hui, en fait, je suis obligé, comme tout développeur d'application, de m'intéresser de près au RGPD. Je me suis intéressé déjà quand on en parlait il y a déjà plusieurs mois en avance, mais maintenant ça devient de plus en plus critique puisque dans 4 mois, c'est-à-dire le 25 mai 2018, toute entreprise utilisant des données à caractère personnel, je ne parle pas de nominative, hein, à caractère personnel, se doit de mettre en place un certain nombre de dispositions, de fournir certains documents, voire mettre en place des postes particuliers pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation sur la protection des données, le RGPD. Alors ce n'est pas seulement la France qui est concernée, c'est ce qu'on appelle tous les pays tout du moins du G29, c'est-à-dire le G29 ça correspond à l'ensemble des CNIL des pays européens. En gros, toute l'Europe ici est concernée. Et toute entreprise, donc, utilisant ce type de données, va devoir se mettre en conformité. Alors, si elles ne le font pas, eh bien, le risque est, en tout cas annoncé, important, puisqu'il correspond entre 2 et 4% du chiffre d'affaires, ou entre 10 et... alors, chiffre d'affaires global, hein, pas seulement en France, ni en Europe. Ça peut être même le chiffre d'affaires qu'on fait au Mexique. Ou 10 à 20 millions d'euros. Alors pourquoi on parle de 2 à 4 et de 10 à 20? C'est parce qu'en fait, il y a deux niveaux, suivant la gravité des données qui ont été accédées. Et puis ça va dépendre aussi si par exemple une entreprise s'est fait pirater et ne le donne pas, ne le dit pas. Voilà, ne dit pas qu'il y a une violation de ces données. Donc voilà, suivant le degré, on passe de, alors je sais pas si c'est de 2 à 4 ou c'est 2 ou 4. En tout cas, ce qui est important, c'est que il est bien annoncé que ce sera le plus gros montant des deux, entre 2% et 10 millions ou entre 4% et 20 millions. Ça sera le plus gros montant des deux qui sera appliqué. Alors je me demande comment ça va pouvoir être appliqué à des petites sociétés, puisque même les petites sociétés sont concernées. Alors l'objectif il est noble, puisque on est nombreux à se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos données aujourd'hui, hein, des entreprises comme Facebook, comme une grande surface, comme voilà, tout plein d'entreprises collectent énormément de données sur nous et les utilisent dans le cadre du big data. Et là, avec toutes les moulinettes d'intelligence artificielle que vous connaissez, il est facile. Il est possible en théorie, à partir d'un ensemble de caractéristiques, de prédire des comportements. Ça peut être des comportements d'achat, ça peut être des comportements de vote, ça peut être tout type. Donc c'est vrai qu'il est important de garantir que ces informations sont correctement utilisées, qu'elles sont correctement sécurisées, et nous permettre aussi d'avoir un accès à ces informations. Alors, je vais peut-être un petit peu trop loin. Déjà, quels sont nos droits, nous, en tant que citoyens, au travers de ce nouveau mécanisme? Alors, ce sont les droits que l'on connaît habituellement, hein, par exemple pour votre compte bancaire, pour votre dossier judiciaire. En tout cas, en France, nous avons un droit de regard. Et bien là, en fait, de la même façon, nous avons un droit de demander à l'entreprise quelles sont toutes les données qu'elle a collectées sur nous. Et ils ont 72 heures pour s'exécuter. Ça, c'est le premier point. Alors, on appelle ça aussi le droit à la portabilité, puisqu'en fait, l'entreprise se doit de nous fournir les données de façon structurée. Donc, je suppose que ça va être du format JSON, du format XML. Mais bref, ou alors ça peut être peut-être, je sais pas. En tout cas, ça doit être structuré pour qu'on puisse, je dirais, nous-mêmes l'exploiter. Alors ça va être aussi le droit à l'oubli, le droit à l'effacement de certaines données, le droit à la limitation de l'utilisation de ces données. Alors la limitation, ça va être par exemple limiter le droit à la prospection, mais aussi limiter le droit au profilage, donc ce qu'on disait pour le côté big data. Voilà, en gros, on doit pouvoir modifier, effacer et consulter, ainsi que choisir comment nos données personnelles vont être utilisées. Alors au niveau d'entreprise, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est nécessaire, dans un premier temps, de sécuriser tout ce qui est information à caractère personnel. Et c'est là en fait où je fais le distinguo avec les données nominatives. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle, c'est par exemple une adresse IP.
c'est une adresse en géolocalisation, c'est un numéro de carte bancaire, un numéro de sécurité sociale, c'est l'ensemble des centres d'intérêt d'une personne, c'est le nom plus la ville, le couple. Voilà, tout ce qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Et c'est ce côté indirect qui est redoutable. Donc il est très important que tout ce qui est personnel, religion, orientation sexuelle, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est caractère personnel, ne puisse pas être directement consulté ou et ça vaut aussi pour les salariés de l'entreprise, les consultants externes, les sous-traitants, voilà, ça doit être appliqué à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une politique d'accès aux données, mais il faut aussi mettre un registre, c'est-à-dire une sorte d'historique de toutes les consultations ou utilisations de ces données. Vous avez un salarié qui va consulter pour telle commande qui était faite voilà, pour un objet. Eh bien, il a été consulté la fiche de la personne. Sur la fiche, il y a le nom, le prénom, voilà, il y a des éléments ou même des données à caractère personnel, son historique d'achat par exemple. Et bien tout ça, il faut qu'il y ait un log, un suivi, un historique. Et ce log-là doit être mis à disposition en cas de contrôle des inspecteurs. Ça va au-delà de ça. Il vous faut aussi mettre en place une sorte pas de registre, de document d'auto-évaluation dans lequel en fait vous démontrez que vous avez mis en place toutes les mesures, voilà, qui vous étaient accessibles, toutes les mesures pour respecter le RGPD. Donc ça c'est aussi une nouveauté parce que c'est à l'entreprise de prouver qu'elle a fait ce qu'il faut. Voilà, c'est pas au tiers de prouver qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu mauvaise utilisation par exemple. Donc je dirais c'est la preuve en vient à l'entreprise, à celle qui possède les données personnelles. Il est hautement recommandé aussi d'avoir un document de gestion des risques, d'analyse d'impact. Alors pour ça, pour ces deux éléments-là, en fait, il y a la CNIL qui a mis en place, alors peut-être les CNIL, en tout cas, il y a eu en place un petit logiciel qui s'appelle le PIA, Privacy, le I c'est quoi? Impact Assessment, voilà, qui permet, alors ça se télécharge, en tout cas ça existe sous Windows, je l'ai déjà téléchargé pour voir un peu le contenu. En gros, c'est quoi? C'est une aide au remplissage d'un document, mais bon, il y a des petits conseils, il y a des petites choses, ça pose un certain nombre de questions, et puis en même temps, ça vous montre des graphiques, d'analyse d'impact du risque, des différents points à surveiller. C'est un document qui peut aussi évoluer dans le temps. Donc, vous êtes une entreprise, même une petite entreprise, je vous conseille quand même d'aller télécharger ce logiciel. Je vous mettrai l'adresse dans le descriptif, et d'aller voir comment ça le remplir, parce que le 25 mai, c'est dans 4 mois, ça s'approche. Alors, il y a aussi un nouveau poste qui peut être mis en place, ce qu'on appelle le DPO, le Data Protection Officer, je crois, ou le délégué à la protection des données, bon, c'est l'appellation française. C'est un poste qui n'est pas forcément un poste interne. Ça peut être une personne externe, donc qui gère plusieurs entreprises, comme ça. Et si c'est en interne, il faut qu'elle ait un certain pouvoir d'indépendance. C'est-à-dire qu'elle soit pas déléguée, en tout cas, au service informatique, ou déléguée au service commercial, ou bref. D'ailleurs, ce poste-là garantit un certain nombre donne des garanties, en tout cas, pour ne pas qu'une personne puisse être virée n'importe comment. Oui, voilà, c'est un élément en plus, en tout cas pour ceux qui sont salariés. Alors l'obligation de mettre un DPO, elle est pas simplement liée au nombre de salariés. Si vous manipulez des données très sensibles, par exemple, je sais pas moi, accès à des données comme le casier judiciaire, comme je sais pas, des éléments de santé par exemple. Alors j'ai pas la liste en tête, mais il vous faudra forcément un DPO même si vous avez un salarié. Donc voilà, là dans ces cas-là, ça sera plus facile de l'avoir en externe, je pense. Le DPO, c'est pas non plus un poste unique, c'est-à-dire que c'est un référent dans l'entreprise. L'entreprise doit pouvoir démontrer qu'il a toute l'attitude, qu'il a le temps, qu'il a ce qu'il faut en fait, pour pouvoir
exécuter son poste, mais il peut très bien avoir d'autres fonctions. A priori, il y a même les avocats maintenant qui ont le droit d'être DPO. Et d'ailleurs, j'ai entendu des discours d'avocats qui étaient totalement délirants sur les bases données, preuve qu'ils ne comprenaient absolument pas de quoi ils parlaient. Alors, il y a aussi un autre principe qui est important, qui fait... alors, cette loi-là, le RGPD, remplace la loi informatique et liberté de 78. Voilà, donc c'est pas seulement une surcouche, c'est qu'on va beaucoup plus loin dans l'histoire. Il y a le principe de minimisation. Ce qui signifie en fait qu'une entreprise ne doit pas collecter de données qui n'a pas un rapport direct avec son activité. En théorie. Alors c'est là que ça devient très compliqué. Allez prouver que vous avez vraiment une utilité précise à collecter telle ou telle information sur quelqu'un. Sachant qu'une information elle peut être valable à un moment donné, puis l'évolution de l'entreprise fait que voilà, elle sera plus valable plus tard. Donc là, il faudra la dégager de votre base de données. Donc le principe de minimisation, voilà, c'est un autre principe, un autre écueil dans lequel il faudra faire très attention. Alors on parle, parce qu'il y a des articles du RGPD qui parlent de privacy by design ou privacy by default. Deux concepts qui sont un peu flous, mais bon, quand on lit le détail, on le comprend mieux. Alors, je vais essayer de vous résumer. Hein. Privacy by design, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mise en place de vos applications, mais aussi dans toute l'architecture, l'organisation de votre entreprise, vous devez avoir prévu ces mécanismes de sécurisation de données, d'accessibilité aux données, de minimisation, par exemple, dont on vient de parler. Donc tout ça, ça doit être prévu à l'origine. Alors ça veut dire aussi que dans tout ce qui est déjà logiciel, application, il faudra les faire évoluer. Et puis surtout, ça va être d'autant plus important pour les nouvelles applications qui seront conçues. Pas d'excuses. Et le privacy by default, ça veut dire pas seulement par défaut les données sont privées, non. Ça veut dire qu'on va mettre le plus haut niveau de sécurité par défaut. Et c'est un concept global. Imaginons par exemple une application Facebook, enfin Facebook tout court. Facebook devrait faire en sorte que tous nos posts soient par défaut, en tout cas dès qu'on se connecte la première fois à l'origine, tout ce qu'on fait devrait être limité. Et c'est à nous d'aller paramétrer les choses pour les ouvrir. On veut que les amis voient les posts, on veut que le monde voit le post, c'est à nous de l'activer. Voilà, tout ça, c'est couvert par ce côté privacy by default. Alors, autre élément important, l'entreprise devra pouvoir fournir la preuve pour chaque utilisateur, la preuve de son consentement éclairé. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, il faut avoir suffisamment informé l'utilisateur pour qu'il puisse faire un choix éclairé, en toute connaissance de cause. Et d'autre part, il faudra que pour chaque utilisateur, pouvoir prouver. Alors, ça signifie quoi ça, pouvoir prouver parce que souvent, on mettait juste un message, voilà, avant d'eux, je coche, et c'est bon. Là, il faudra quand même qu'il y ait vraiment un log précis pour dire, voilà, telle adresse, encore des données personnelles, telle adresse IP a eu accès à ce formulaire contenait exactement ces informations-là, voilà. Peut-être même qu'il faudra une copie d'écran, j'en sais rien. Ça, on va le savoir avec la mise en application plus tard de ces éléments-là. En tout cas, le consentement doit être explicite, il ne peut pas être tacite. Alors je crois qu'il y a aussi un volet sur la localisation des données. De plus en plus d'entreprises style GAFA implantent en Europe des centres dans lesquels nos données à nous seront stockées, donc je suppose que c'est lié à ça. Ça veut dire que toute entreprise, je fais un petit aparté parce que j'ai quand même oublié de préciser que c'est pas parce qu'on est une entreprise extra-européenne, par exemple implantée à Taïwan, qu'on n'a pas obligation de respecter le RGPD. Voilà, ça c'est important de le préciser. Donc, vous êtes une entreprise je sais pas moi, on va reprendre le Mexique, vous voulez travailler avec l'Europe, donc on sait déjà que pour la TVA c'est compliqué parce que vous n'êtes pas exonéré de TVA. Hein. Si vous vendez un particulier, il faudra que vous ayez une entreprise référente de TVA en France, c'est valable pour le monde entier, en Europe. Et bien là c'est pareil, pour le stockage de données, a priori il faudrait qu'il y ait un centre de traitement qui stocke les données en Europe.
Voilà, mais là je ne peux pas vous le confirmer, j'ai pas encore eu tous les éléments sur cette question-là. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie en fait que en tant que développeur, en tant qu'architecte d'une application, en tant qu'architecte d'une base de données, vous devez penser dès le départ à limiter les accès à cette base de données-là. Alors ça va aller des limitations physiques, ça veut dire que les serveurs informatiques doivent être sécurisés pour qu'on puisse pas y mettre une clé USB, pour qu'on puisse pas y accéder directement. Sécurité directement au niveau des protocoles. Si vous utilisez, je sais pas moi, le protocole HTTP, eh bien, on va plutôt utiliser le HTTPS, c'est-à-dire le cryptage SSL entre le transfert entre le navigateur et le serveur. Ça va être sécuriser des accès, au site web aussi. C'est le htaccess qu'on retrouve sur Apache ou d'autres éléments de configuration. Mais concernant donc la base de données même, ça veut dire aussi crypter des tables. Crypter tout ce qui est éléments personnels. Il vaut mieux stocker, plutôt que de stocker le mot de passe dans votre base de données, vous allez stocker un hash, c'est-à-dire une sorte d'empreinte de ce mot de passe. Le hash est toujours réversible, hein, il existe ce qu'on appelle les tables arc-en-ciel, des choses qui permettent de retrouver un mot de passe à partir d'une version hachée, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Voilà, donc au moins si on a décrypté votre table, il faudra en plus retrouver l'origine du hash. Donc ça voilà, c'est des petits conseils, il y en a plein, je peux pas tous te donner ici, c'est pas le but, mais ça veut dire voilà, il faudra faire ça, mais il faudra aussi avoir un dossier technique dans lequel vous avez identifié tous les champs de ces bases de données, tous les éléments de ces tables, et aussi dans votre code informatique toutes les procédures qui vont aller consulter, modifier, etc. Et il faudra prouver que vous avez bien réussi à limiter les accès ou assurer une forme de traçabilité. Voilà, donc je ne peux pas dans une petite vidéo comme ça, surtout dans la pause café, lister toutes les procédures à mettre en place, mais voilà, c'est quelque chose qu'il vous faut vous sensibiliser rapidement. Alors si vous êtes utilisateur, c'est plutôt une bonne chose. Si vous êtes développeur, eh bien c'est des contraintes supplémentaires. Ça peut être aussi du chiffre d'affaires pour certains, parce qu'il va y avoir des prestations à faire. Il va y avoir des postes qui vont être alloués, donc c'est le moment de vous spécialiser. Voilà, donc j'ai tenu à faire ce petit point, puisque j'y travaille en ce moment. Et puis voilà, ça fait déjà... l'heure tourne. Il faut que j'y retourne, j'ai énormément de boulot aujourd'hui. Bye bye, à bientôt!